Bonjour et merci de nous retrouver pour notre nouvelle matinale, la première de la semaine. Nous sommes en direct au programme de cette demi-heure passée ensemble. Il sera question de politique avec Dror Even Sapir qui viendra sans nul doute nous parler du mandat donné hier soir par Shimon Peres, le président de l'État d'Israël, à Benjamin Netanyahou pour former une coalition. Nous parlerons donc des négociations qui sont désormais ouvertes pour former ce nouveau gouvernement. Et puis en deuxième partie d'émission, on se met au vert avec le professeur Avraham Lévy de l'Institut Weizmann. Nous parlerons ensemble d'énergie propre et notamment de biocarburants. Mais avant toute chose, un point sur l'actualité. Elsa Bimoun nous a rejoint sur ce plateau pour un nouveau point. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. Alors l'actu aujourd'hui en Israël, on l'a dit, elle est centrée autour de ces négociations pour la formation d'un gouvernement avec à sa tête Benjamin Netanyahou. Effectivement Nathalie, Benjamin Netanyahou a donc désormais 28 jours pour former un nouveau gouvernement. Il doit rencontrer aujourd'hui les partis Yesh Atid, Shas et Habayit HaYehudi, les plus probables acteurs de la prochaine coalition. Demain, ce sera au tour des partis Yahadut HaTorah, Atnoua de Tzipi Livni et Kadima avec Shaul Mofaz. Hier, il a pris la grande surprise de ces élections qui a obtenu, je vous le rappelle, 19 sièges, a laissé entendre qu'il était prêt à rejoindre un gouvernement mené par Benjamin Netanyahou, à condition que celui-ci place au centre de son programme les questions d'éducation, de logement et la réforme du service militaire pour tous. Benjamin Netanyahou ne lâche pas les dossiers sécuritaires. Il a également fait allusion au danger pour Israël que pose le transfert d'armes syriennes à destination du Hezbollah libanais. La menace iranienne reste également une priorité pour Israël. C'est ce que Benjamin Netanyahou a rappelé dans son discours. Alors en parlant de menaces iraniennes, il va y avoir justement plusieurs déplacements de personnalités officielles dans la région. On parle d'abord et en premier lieu de Mahmoud Ahmadinejad. Donc Mahmoud Ahmadinejad qui sera donc la semaine prochaine le premier président iranien à se rendre en Égypte depuis la révolution islamique de 1979 à Téhéran. Ce sera à l'occasion du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui aura lieu mercredi et jeudi prochain au Caire. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques, je vous le rappelle, en 1980, un an après la révolution iranienne et le traité de paix israélo-égyptien. En août dernier, le président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans, s'était rendu à Téhéran. Les deux pays ont décidé d'ailleurs de rouvrir leurs ambassades respectives. Alors Asa, vous allez sûrement nous le dire, l'Égypte, c'est peut-être pas le meilleur moment pour s'y rendre. On le voit et on l'entend. Les troubles intérieurs font rage dans le pays. En effet, l'opposition égyptienne a appelé ce samedi à la démission du ministre de l'Intérieur après la diffusion de séquences vidéo montrant un manifestant battu et traîné à terre par des policiers lors de la répression d'un regroupement de l'opposition devant le palais présidentiel. C'était vendredi soir au Caire. Cette vidéo diffusée par des chaînes de télévision locales et sur Internet a suscité de vives réactions également sur les réseaux sociaux. L'opposition égyptienne a de son côté intensifié les pressions sur Morsi en déclarant s'accorder aux appels à la démission du président égyptien mis en difficulté par la diffusion donc de ces nouvelles images. Alors on parlait tout à l'heure de ballet diplomatique avec Mahmoud Ahmadinejad en premier lieu. John Kerry, le successeur d'Hillary Clinton au poste de secrétaire d'État américain, lui aussi compte se rendre en Israël. Voilà, donc John Kerry qui a succédé officiellement vendredi soir à Hillary Clinton au poste de secrétaire d'État. L'homme devrait venir en Israël au mois de février. Il semble vouloir relancer les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Il a fait connaître à plusieurs reprises ses intentions très fermes sur ce dossier qu'il considère comme un sujet prioritaire. On va revenir avec votre permission, Elsa, sur un dossier brûlant depuis la semaine passée. C'est l'attaque israélienne en Syrie, une attaque toujours non confirmée côté israélien. Du nouveau sur le sujet? Donc concernant ce bombardement par l'armée israélienne d'un convoi en direction du Liban, le gouvernement israélien reste toujours silencieux sur cette affaire. Aucune réaction officielle. À noter par contre ces déclarations d'Ankara. La Turquie se demande pourquoi Assad ne réplique pas. Et puis ces images aussi, Nathalie, de la télévision syrienne du site apparemment bombardé par les Israéliens. Les analystes ont été nombreux à distinguer des carcasses missiles SA-17, des missiles donc de moyenne portée dont la possession inquiète grandement Israël.
Le reste de l'actualité internationale, c'est aussi le Mali. François Hollande qui a réitéré son intention de rester le temps qu'il faudra dans le pays. L'occasion également pour le président français d'un véritable bain de foule dans le pays. Donc voilà, effectivement, donc François Hollande a réaffirmé que la France restera le temps qu'il faudra au Mali. Aucune date précise, bien sûr, n'est communiquée, en soulignant que le terrorisme n'a pas encore été vaincu. Le président français a appelé au respect des droits de l'homme. Il a été acclamé par la foule à Bamako samedi. Auparavant, lors d'une conférence de presse, François Hollande avait repoussé tout risque d'enlisement des troupes françaises, car, dit-il, nous avons le soutien de la population et une communauté internationale à l'unisson. Je vous propose de l'écouter. Parce que moi, je n'oublie pas que lorsque la France a été elle-même attaquée, lorsqu'elle cherchait des soutiens, des alliés, lorsqu'elle était menacée de son unité territoriale, qui est venu alors? C'est l'Afrique, c'est le Mali. Merci. Merci le Mali. Nous payons aujourd'hui notre dette à votre égard. Mais je vous l'avoue aussi, parce que c'est le respect que je vous dois, la France n'a pas vocation à rester ici au Mali. Parce que ce sont les Maliens eux-mêmes, les Africains, qui assureront la sécurité, l'indépendance, la souveraineté. C'est ainsi que je conçois les relations entre la France et l'Afrique, le respect, la démocratie, la transparence. Donc voici pour les déclarations du président français qui a enfin de nouveau appelé les ravisseurs des otages français au Sahel à les libérer. Nous sommes présents, nous sommes tout prêts. Les ravisseurs doivent comprendre que le moment est venu de libérer les otages. Fin de citation. Et puis la France, on y revient sur le plan intérieur. Elle a adopté hier matin la loi pour le mariage homosexuel, en tout cas le premier volet de cette loi. Donc les députés ont approuvé samedi par 249 voix contre 97 l'article le plus important du projet de loi sur le mariage gay. Un seul député UMP a voté pour. Sans surprise, les députés socialistes, écologistes, radicaux de gauche et Front de gauche ont voté quasi unanimement pour. Les députés UMP, la plupart donc des députés centristes également, ont voté contre. Alors justement, chose intéressante en écho à cette loi en France, en Israël également, on attend aujourd'hui la décision cet après-midi de la Cour suprême israélienne qui doit statuer sur le cas de deux hommes qui se sont mariés au Canada, qui ont été reconnus aux États-Unis comme papa d'une petite fille de 2 ans et qui attendent donc cet après-midi d'être reconnus comme les parents biologiques de cet enfant en Israël. Réponse dans la journée, on en reparlera sûrement. On termine, Elsa, avec vous et une note de sport. Donc la France s'est qualifiée pour les quarts de finale du groupe mondial de la Coupe Davis. Victoire en double composée de Michael Laudra et Julien Beneteau sur la paire israélienne d'Oudi Sela, Jonathan Erlich en 3-7, 7-6, 6-1, 6-0 samedi à Rouen. À noter également que vendredi, Joe Wilfried Tsonga avait battu Amir Weintraub et Richard Gasquet. Elsa, merci pour ces détails et ce point sur l'actu. On vous retrouvera tout au long de la journée pour différents points. Excellente journée à vous et merci. Merci. On se tourne vers... Dror, on se tourne à présent vers vous pour le détail de la situation politique aujourd'hui. On le sait, les tractations pour le prochain gouvernement ont déjà commencé depuis quelques jours, mais le départ officiel a uniquement été donné hier par Shimon Peres en mandatant le Premier ministre, donc Benyamin Netanyahou. Dror, Shimon Peres a choisi Benyamin Netanyahou. C'est sans grande surprise. Est-ce que finalement c'était un non-choix pour le président de l'État ? Oui, si on veut, parce qu'avec 82 députés sur 120 qui ont recommandé la personne de Benyamin Netanyahou comme étant le prochain Premier ministre, comme étant celui qui sera chargé de créer, de constituer la future coalition gouvernementale, et bien évidemment, Shimon Peres n'avait pas d'autre choix que celui de désigner Benyamin Netanyahou. C'est la 3e fois que Benyamin Netanyahou est chargé de constituer le gouvernement israélien. Justement, c'est la 3e fois. On va reparler de ces différents mandats. Est-ce qu'il y a limite ou pas des mandats en Israël ? On reparle, ceci dit, des nouveaux défis qui attendent Benyamin Netanyahou. Quelles sont les priorités fixées par ces élections ? Alors écoutez, il y a une espèce de hiatus entre d'une part les priorités fixées par les élections, ou plutôt par les électeurs qui ont adressé un message très clair. Il faut que le prochain gouvernement s'occupe des questions sociales, des questions internes.
et par les priorités de Benyamin Netanyahou. C'est pas forcément ce sur quoi il avait axé la campagne. Voilà, les priorités de Benyamin Netanyahou qui ont été réaffirmées hier, lorsque Shimon Peres a remis officiellement à Benyamin Netanyahou le soin de constituer la prochaine coalition gouvernementale. Eh bien, le Premier ministre a déclaré que l'une des priorités, que la première priorité du prochain gouvernement, ce sera de stopper le programme nucléaire de l'Iran. C'était un thème qui était quasiment absent de la campagne électorale. C'était pas en fonction du nucléaire iranien que les électeurs israéliens se sont prononcés, loin de là. Mais pourtant, ça reste pour Benyamin Netanyahou, il l'a annoncé hier, la priorité. Est-ce qu'on peut parler à ce niveau-là de l'échec de Benyamin Netanyahou d'avoir mis au rang des priorités ce problème iranien ? Écoutez, encore une fois, la question iranienne a été absente de la campagne électorale. Elle a été très peu évoquée, tout simplement parce que c'est une question qui divise à l'intérieur même des partis, et puis parce que, encore une fois, la politique de Benyamin Netanyahou consiste quand même à laisser planer le flou, un certain flou sur les intentions réelles d'Israël face à la menace iranienne. On peut imaginer qu'il y a un consensus en Israël sur la nécessité, évidemment, de stopper le nucléaire iranien. Par contre, la grande question d'une éventuelle intervention militaire, elle divise. Elle divise non seulement la classe politique, mais également l'establishment militaire. Et si vous voulez, cette question du nucléaire iranien et aussi les autres menaces sécuritaires auxquelles Israël est confronté. On a vu ce qui se passait en Syrie, on a vu ce qui se passe au Liban avec ces risques de transfert d'armes, notamment d'armes chimiques de la Syrie vers le Hezbollah. Et bien pour Benyamin Netanyahou, c'est l'occasion de transmettre aux Israéliens le message suivant. Israël sera confronté très bientôt à des menaces importantes. Il faut donc un gouvernement de large coalition avec le plus grand nombre possible de partenaires au sein même de la coalition gouvernementale. C'est ce que Benyamin Netanyahou veut, c'est pas forcément ce que veulent les autres chefs de parti. Dror, on va revenir un mot sur la limitation dont on parlait, ou tout du moins la non-limitation du nombre de mandats successifs d'un Premier ministre en Israël. Aucune limitation du nombre de fois où il peut se présenter. Pour Netanyahou, c'est la 3e fois, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut s'attendre à une 4e, une 5e fois pour le Premier ministre ? Écoutez, il est encore trop tôt pour le dire, bien évidemment, mais vous avez raison, la loi ne prévoit pas de limiter le nombre de mandats successifs qu'un Premier ministre peut exercer. Par contre, on est en démocratie, il y a un phénomène d'usure du pouvoir. Il est évident que Benyamin Netanyahou en a conscience. Vous savez, le score réalisé par la liste commune Likoud Israël Beitenou était bien en deçà des espérances de Benyamin Netanyahou et d'Avigdor Lieberman. 31 sièges, c'est une perte de 11 sièges par rapport à la Knesset précédente. Donc l'usure du pouvoir commence à se faire sentir. Les Israéliens commencent peut-être en partie à être lassés par le duo Netanyahou-Lieberman. Benyamin Netanyahou en a conscience, il veut rentrer dans l'histoire comme étant un Premier ministre qui est parvenu effectivement à stopper le programme nucléaire de l'Iran. Il va probablement, encore une fois, il est trop tôt pour le dire, mais il est possible qu'au bout de ce 3e mandat, il passe la main. Alors pour l'instant, on se concentre sur ce 3e mandat. Elsa nous en parlait dans les titres. Shimon Peres a appelé donc à une représentation égalitaire de la société israélienne. Dror, est-ce qu'il faut y voir un message en direction de Netanyahou, de la part de Shimon Peres justement, à ouvrir sa coalition au parti de gauche ? Pas forcément, plutôt à l'ouvrir au parti du centre. Vous savez que la gauche israélienne, que ce soit le parti travailliste ou le parti Meretz, c'est bien les deux dirigeants de ces deux partis ont très clairement annoncé qu'ils ne souhaitaient pas siéger dans le gouvernement qui sera dirigé par Benyamin Netanyahou. L'appel à l'égalité, vous savez, c'est un peu une figure. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont nombreux à considérer que Shelly Yachimovitch, en n'entrant pas dans cette coalition, fait une lourde erreur et pourrait le payer de sa tête au sein du parti travailliste. Shelly Yachimovitch a commis de nombreuses erreurs au cours de la campagne qui expliquent le faible score par rapport au sondage réalisé par le parti travailliste, 15 sièges seulement, assez loin derrière le parti centriste de Lapid. Par contre, le choix de siéger dans l'opposition, c'était peut-être le choix qui s'imposait à Shelly Yachimovitch, parce que le message des électeurs, il est le suivant: on ne veut pas de vous au pouvoir, c'est assez clair. Et puis, avec le budget qui se prépare, encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises ici, le prochain budget de l'État sera un budget de rigueur budgétaire, sera un budget placé sous le signe des coupures, notamment dans les budgets sociaux. C'est tout à fait contraire au message qui était celui du parti travailliste pendant la campagne. Donc on imagine mal, malgré certaines voix un petit peu discordantes qui s'élèvent au sein même du parti travailliste, on imagine mal ce parti siéger dans le gouvernement, dans le 3e gouvernement Bibi. Vous parliez des sondages. Celui qui n'a pas déçu, et en tout cas qui a surpris les sondages, qui a désormais toutes les cartes entre ses mains, c'est Yair Lapid. On va donc en reparler. Finalement, c'est lui qui va
va faire la pluie et le beau temps au niveau de la formation du gouvernement? Alors vous savez, théoriquement, Netanyahou peut créer un gouvernement sans Yair Lapid, avec les partis ultra-orthodoxes, avec d'autres formations du centre dont on parle moins, mais qui pèsent elles-mêmes également, le parti de Tzipi Livni et celui de Shaul Mofaz, qui ont beaucoup moins de sièges que celui de Lapid, mais qui sont là tout de même et qui peuvent rentrer au gouvernement en fonction de leurs demandes, si leurs demandes sont acceptées. Donc Lapid est incontournable, c'est vrai, on imagine mal un gouvernement sans Yair Lapid aujourd'hui, mais Binyamin Netanyahou peut lui dire attention, j'ai d'autres cartes en main, si vos exigences sont trop lourdes, trop cher payées de notre point de vue, eh bien je peux me débrouiller sans vous. Alors vous allez le voir, Yair Lapid incontournable, on en parle, on en reparle et on le voit pendant que Benyamin Netanyahou était avec Shimon Peres pour parler de la nouvelle coalition, de la formation du gouvernement. Eh bien Yair Lapid, lui, faisait la fête. Regardez ces images, on en parle juste après. Yair Lapid qui fête donc sa victoire en musique. Dror, est-ce qu'il faut y voir un excès de confiance du candidat centriste? Peut-être, mais en tout cas j'essaie d'imaginer en voyant ces images si on peut imaginer la même chose avec Binyamin Netanyahou ou Avigdor Lieberman ou même Shelly Yachimovitch comme ça derrière la guitare en train de chanter. Alors Benyamin Netanyahou, on l'a vu en train de chanter aux côtés de Sarit Radat pendant la campagne. C'était quand même nettement moins réussi, hein, vous serez d'accord avec moi. Avec moins d'aisance à la guitare et sur... Ouais. Donc Lapid qui jouait hier un standard des Beatles, With a Little Help from My Friends, avec un peu d'aide de mes amis, ça s'imposait comme choix. Lapid superstar, hein, superstar des élections, superstar de la campagne, et là on le voit superstar même des négociations pour la coalition, il use beaucoup de son charme personnel, de son charisme, et évidemment de bonne guerre hein, en politique. Maintenant, est-ce qu'il y a un excès de confiance? La semaine dernière, dans une interview très remarquée à la chaîne de télévision numéro 2, Yair Lapid était interrogé par le journaliste qui lui demandait s'il considérait qu'il pouvait être candidat au poste de Premier ministre aux prochaines élections. Yair Lapid a dit « Je crois que oui ». Ensuite, le journaliste lui a demandé « Mais est-ce que vous êtes en passe de gagner? Vous serez en passe de gagner ces prochaines élections? Vous pouvez être le prochain Premier ministre ?» Yair Lapid a répondu « Oui, je crois que c'est possible. » Donc, on a peut-être de la part quand même d'un nouveau venu, il faut le rappeler en politique, un excès de confiance. C'est vrai que 19 sièges, un succès terrible, ça lui a peut-être un petit peu monté à la tête. Monté à la tête. Dror, une dernière question vient à court de temps. Naftali Bennett, le parti Chasse, les acteurs d'une future prochaine coalition? Alors, d'après certains analystes, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit Lapid, soit le Chasse, le parti ultra-orthodoxe, ou l'un des deux partis ultra-orthodoxes, puisqu'encore une fois, les exigences des deux partis, surtout concernant cette fameuse question du service national ou du service militaire pour tous, dont sont exemptés les jeunes ultra-orthodoxes, on le sait, eh bien, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ce que veut Binyamin Netanyahou, c'est a priori, et l'un et l'autre. Hein. Il essaye de trouver la formule magique qui pourrait faire en sorte qu'à la fois le Chasse, les ultra-orthodoxes, et le parti centriste de Yair Lapid puissent siéger au sein du même gouvernement, puisque pour Binyamin Netanyahou, il faut une coalition large, étant donné les menaces sécuritaires. Une formule magique qu'il devra trouver en 28 jours ou un peu plus s'il arrive à avoir une prolongation de la part de Shimon Peres. Effectivement, 28 jours pour former le gouvernement. S'il n'y parvient pas, il peut demander une prolongation de 14 jours. Merci Dror pour ces explications. On passe à présent à un tout autre sujet, alors que la terrible marée noire qui avait frappé en 2010 la Louisiane fait de nouveau les titres de l'actualité. Je vous rappelle que la justice a confirmé mardi dernier le règlement de 4,5 milliards de dollars par la société pétrolière BP aux autorités américaines. Une société israélienne a développé un produit aux résultats spectaculaires pour absorber le pétrole de la mer. Des centaines de milliers de litres de pétrole déversés dans le golfe du Mexique il y a 3 ans ont été particulièrement dévastateurs, ont fait des dégâts écologiques importants. Ce nouveau produit mis au point par la société EcoBasalt représente donc un formidable espoir. Je vous propose d'écouter ce reportage de Fleur Citruc. Chaque année, 3 millions de tonnes d'hydrocarbures se répandent en mer, provoquant de terribles marées noires. Face à ces catastrophes écologiques et économiques, les moyens sont dérisoires, barrages flottants ou bien produits chimiques dispersants qui sont polluants et peu efficaces. Une société israélienne dit avoir trouvé la solution. À l'origine de l'invention, un chercheur qui a notamment travaillé à Soyouz, l'agence spatiale russe. Il s'appelle le professeur Yuli Gor et c'est lui qui a inventé le produit
un produit basé sur le roche volcanique. On fabrique des fibres de cette matière et on le traite pour attirer de pétrole. Et c'est ça l'idée. On a développé ça pendant, je crois, c'est déjà une étude de 20 ans. Le produit est tellement bien, beaucoup mieux que les autres produits maintenant sur le marché. Sociétés très grandes comme BP, Shell, Elf Aquitaine aussi, que c'est un produit qu'on a besoin parce qu'à ce moment, ce qu'on a sur le marché ne fonctionne pas tellement. La société Ecobasalt a déjà produit 2 tonnes de cette fibre hydrophobe en Ukraine et va bientôt ouvrir sa propre usine en Islande. Et ici, il y a un petit morceau de notre produit. Et ici, il y a de l'eau avec un peu de l'huile. Je vais mettre notre sorbant sur l'huile. 3 minutes plus tard, la fibre a totalement absorbé l'huile et le produit a d'autres avantages. On peut voir maintenant que l'huile a disparu de l'eau. Il reste juste un petit peu d'huile sur le côté de la verre. Et en plus, on peut enlever le pétrole et utiliser le pétrole de nouveau, ce qu'on ne peut pas faire avec les autres produits. Et à part de ça, on peut le mixer. Notre produit, on peut le mixer avec asphalte pour construire des chemins, etc. Facile à transporter, la fibre ne pèse que 25 kg par mètre cube et peut absorber jusqu'à 75 fois son poids en pétrole. Testé aux États-Unis, le produit a été classé non toxique et entièrement écologique. La société Ecobasalt a déjà été contactée par de nombreuses compagnies pétrolières. Non toxique, entièrement écologique. Abraham Lévy, bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous en pensez quoi de ce reportage qu'on vient de voir? C'est une solution miracle? Miracle, je ne sais pas, mais ça a l'air très intéressant. J'espère qu'ils sont capables de produire les quantités nécessaires pour absorber une marée noire qui s'étale sur des centaines de kilomètres. Donc, ce n'est pas évident, mais il y a vraiment quelque chose de très nouveau et très intéressant. Donc la question, c'est la quantité de matériaux qu'on arrivera à fabriquer, et pas forcément leur essence même. Le produit lui-même et son efficacité, vous pensez que c'est bien, c'est correct, ça convient? D'après ce qu'on a vu, là, ça a l'air très intéressant, effectivement. Alors, on va reparler de votre sujet de prédilection. Vous êtes professeur au centre Weizmann. Vous luttez en amont contre le pétrole, justement. Pour reparler de cette vision qu'avait Chaim Weizmann, est-ce que son rêve s'est réalisé? Est-ce que son rêve est en passe d'être réalisé? On va rappeler un petit peu qui était Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël et un scientifique reconnu. Il voulait une alternative au pétrole. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y est? Alors, Chaim Weizmann était un microbiologiste, c'est un grand scientifique avant d'être un homme politique. Et effectivement, il avait vu dans l'utilisation de certaines bactéries un potentiel pour pouvoir amener des solutions à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'était la production d'explosifs avec la bactérie qu'il a développée, qu'il a sélectionnée, qui permettait de produire de l'acétone, butanol et éthanol, et à créer des explosifs. Cette bactérie a une très importante place dans l'histoire puisque elle a ouvert la porte à la déclaration Balfour, qui a permis l'établissement de l'État d'Israël. Aujourd'hui, il y a un renouveau, un rebondissement de l'utilisation de cette bactérie, puisque des chercheurs à Berkeley ont réussi à créer par synthèse chimique des nouveaux carburants qui sont basés justement sur les produits de cette bactérie, sur des polymères d'acétone, butanol et éthanol. Alors, ce que vous nous expliquez, est-ce que ça peut devenir une alternative au pétrole, une véritable alternative viable au pétrole? Ça peut être une des alternatives. Il y a beaucoup de solutions alternatives. C'en est une. Tout dépend dans ce domaine vraiment du coût de production dont on n'est pas encore conscient et de la capacité, encore une fois, à produire en masse de tels carburants. Il y a des autres alternatives. Par exemple, le Brésil utilise la canne à sucre pour faire du sucre qui sert à faire de l'éthanol. Alors, on va revenir sur l'agriculture qui peut permettre de créer des combustibles. L'un des points sur lesquels j'avais envie de vous interroger, c'est l'électricité. L'électricité proposée, elle aussi, comme une alternative au pétrole. On l'a vu, la société Better Place en a fait son cheval de bataille. Et pourtant, Better Place n'a vendu en Israël que 700 véhicules. On ne peut pas réellement parler d'une grande réussite. Vous en pensez quoi?
L'électricité pour le transport, ça peut être une excellente solution pour l'intérieur des villes, pour les petites distances. Et je pense que, je suis un peu désolé du manque de succès de cette compagnie parce que c'est quelque chose qui peut être très très efficace. Par contre, pour ce qui est des longues distances ou de l'aviation ou de la navigation, les bus, les camions, etc., on a besoin de fuel liquide qui soit, contrairement au pétrole, qui soit non polluant et qui soit plus écologique. Et ça, les voitures électriques ne peuvent pas encore, pas dans le futur, même très lointain, produire suffisamment d'énergie pour... Donc finalement, ce qu'on recherche, c'est pas forcément une alternative au pétrole, mais une alternative au mode de production. Et c'est là que l'agriculture entre en scène. Et finalement, vous allez nous en parler, l'agriculture qui vient, comme avec la canne à sucre que vous avez mentionné tout à l'heure, qui vient être une solution au pétrole, une solution plutôt contestée. Alors, effectivement, l'agriculture peut produire la feedstock, comment dire, je sais plus comment dire. La réserve de... La source sur laquelle les levures vont fermenter pour faire de l'alcool, par exemple, une des solutions, la bactérie de Weizmann. La question, c'est si on utilise des produits tels la canne à sucre ou le maïs, comme les Américains ont fait, par exemple, voilà, on voit sur comme on ces voit images. en ce moment. Si on utilise des sources telles le maïs, ça risque de remplacer la nourriture. Et aujourd'hui, la situation du monde au niveau nutrition n'est pas très stable. Justement, on en vient le gaspillage. On dénombre 1 milliard d'individus sur la planète qui ont faim et 40% de la production agricole qui n'arrive pas finalement jusque dans les assiettes des consommateurs qui sont jetés avant. Quelle est la source de ce problème et comment on peut corriger justement ce défaut de production ? Alors, le gaspillage, c'est encore un autre problème. Il y a des problèmes de répartition, de transport, de stockage, qui sont des problèmes fondamentaux. Mais avant de toucher ce point, ce que je voulais dire, c'est que l'agriculture peut amener des solutions d'une manière moins contestable si elle utilise justement tout ce qui est perdu dans le processus agricole. Par exemple, si on fait pousser du blé ou du maïs, il y a toute la paille qui vient avec, qui aujourd'hui est très peu utilisée. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies justement qui permettraient... Donc c'est l'utilisation des déchets organiques. L'utilisation des déchets organiques, l'utilisation des déchets de foresterie, l'utilisation de tous les déchets des villes. Un peu comme à l'époque, on utilisait les déchets en les brûlant et en exactement. Alors, au lieu de les brûler, ce qui est aussi une source d'énergie pour, par exemple, pour des centrales qui produiraient de l'électricité, au lieu de les brûler, on peut aujourd'hui prendre une biomasse végétale qui est essentiellement en fait des polymères de sucre, la cellulose, l'hémicellulose, et avec des nouvelles méthodes, des nouveaux enzymes, des nouvelles bactéries, des nouvelles levures, réussir à digérer cette biomasse pour faire du fuel liquide qui, lui, peut remplacer le pétrole d'une manière durable. Donc finalement, vous êtes en train de me parler d'une réorganisation du monde, réorganisation des processus de production, des systèmes de production pour produire de l'énergie, mais également pour rentabiliser l'agriculture. Finalement, une solution à tout, le nœud du problème. Le problème est résolu. Dans ces systèmes de production qu'on va retrouver la réponse. Absolument, on parle vraiment d'une révolution dans laquelle il y aurait un remplacement de l'industrie pétrochimique par une industrie agricole, mais qui fonctionnerait d'une manière durable, pas qui remplacerait la nourriture, mais justement qui pourrait étendre la production à l'utilisation des déchets, à l'utilisation de terrains qui aujourd'hui ne sont pas utilisables pour l'agriculture, comme les terres, les semi-désertiques et autres. Abraham Lévy, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre présence sur ce plateau. On termine avec un coup d'œil sur les principaux titres qui ont marqué l'actualité ce matin et Benyamin Netanyahou qui a donc désormais 28 jours pour former un nouveau gouvernement. Il doit rencontrer aujourd'hui les partis Yesh Atid, Shas et Habayit Yehoudi, les acteurs les plus probables de la prochaine coalition. Demain, ce sera au tour des partis Yahadut HaTorah, Atnoua de Tzipi Livni et Kadima avec Shaul Mofaz.
Et puis l'opposition égyptienne qui a appelé hier à la démission du ministre de l'Intérieur après la diffusion de séquences vidéo montrant un manifestant battu et traîné à terre par des policiers lors de la répression d'un regroupement de l'opposition devant le palais présidentiel. C'était vendredi soir au Caire. Cette vidéo diffusée par des chaînes de télévision locales ainsi que sur Internet ont suscité de vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux. L'opposition égyptienne a de son côté intensifié les pressions pour la démission hier du président Morsi. Et puis la France a voté hier le premier article du projet de loi sur le mariage homosexuel, le plus important, celui qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe, qui a été donc voté par l'Assemblée nationale à 249 voix contre 97. Voilà, c'est donc sur ces points que l'on referme cette édition. Merci à ceux qui ont participé à sa préparation. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un peu d'économie, un peu de mode, je vous en dis pas plus. Regardez-nous demain. Excellente journée à vous et d'ici là, portez-vous bien.